Ce programme est sponsorisé par Titanic, ça coule de source. Bonjour à tous, il est 14h et comme tous les vendredis, on se retrouve en direct. Je suis en compagnie de la charmante Prune, je suis Donovan et nous allons passer 1 heure ensemble. Comment ça va, Prune ? Ça va super et toi, Donovan ? Comme toujours, ça va très bien. Eh bien aujourd'hui, émission très spéciale. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux. Ils n'ont pas peur d'aborder les sujets qui fâchent dans la société. Ils vont nous présenter 5 documentaires qui, je suis sûre, vont vous émouvoir. C'est la nouvelle génération de réalisateurs. Ils vont être là avec nous. Restez bien là parce que vous allez vivre un vrai moment de cinéma, n'est-ce pas ? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis en plus, juste avant ça, ils vont se faire coiffer par notre barbier Joe pour être tout beau, pour être tout frais. C'est exact. Juste avant, nous, on va se retrouver en cuisine avec Laurie qui va nous partager ses petites idées bio, ses petites recettes, parce que c'est aussi ça, notre émission. De la barbe, des émotions sans gluten et de la culture. C'est le Barber Show et c'est tout de suite. Bienvenue dans les petites recettes de Laurie. Prune, Donovan, ça fait vraiment plaisir de vous accueillir à nouveau dans ma cuisine. Écoute, on est ravis d'être là, nous. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je vais vous préparer une petite salade, évidemment avec des produits éco-responsables, une culture biologique et locale. On adore. Donc, je vais faire une salade de boulgour que tu as d'ailleurs en main, Prune. Je vais assaisonner avec, évidemment, des pois chiches que je vais cuire. Et j'assaisonnerai avec, comme vous pouvez voir, des champignons de Paris, de l'avocat. Enfin, vous verrez, parce que j'ai quelques petites surprises pour vous. J'espère bien, parce qu'on adore être surpris. Et je sais que tu fais toujours ça. Donc c'est super. Merci on beaucoup. a hâte. C'est toujours bio ? Évidemment, c'est toujours bio. Sans gluten. Équitable. On adore ça. Merci beaucoup, Laurie. N'oubliez pas de réagir sur notre live Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur Snapchat. Hashtag les petites recettes de Laurie. En parlant de nourriture, le premier documentaire que nous allons diffuser, Alter Bouffe, parle justement de nouveaux moyens de consommer. On va se regarder ça tout de suite et ensuite on reviendra. On reviendra vers toi, Laurie, et puis on se retrouve juste après avec notre invité. À tout de suite. À tout à l'heure. Ça va. Bon, c'est bon, tout a été livré. Il y a un os, t'as vu ? Il nous a livré Ivry. Alors la ruche Kiliwi, donc c'est un projet qui consiste à ce qu'un responsable de ruche, dans un point de distribution, anime un petit marché éphémère où les gens viennent chercher ce qu'ils ont commandé par Internet. J'ai tout de suite eu cœur à animer quelque chose dans le quartier. Ma ruche, c'est devenu un endroit où sont forgées des amitiés entre gens du quartier. Moi, j'ai attaché beaucoup d'importance à avoir des toutes petites unités de production. Viens les filles, viens. Allez. Viens les filles, viens. Cathy Thierry, je suis la compagne de Monsieur Thierry qui est éleveur de bovins viande dans les Yvelines. Le fait d'aller sur la ruche, ça a permis de diversifier notre gamme et de s'adapter aux choix des consommateurs. En tant que client, enfin consommateur de la ruche, moi ce que je trouve très agréable, c'est de savoir qui font les produits. Laurent a choisi différents producteurs qui sont dans la région à peu près entre 50 et 80 km autour de Paris. Donc on sait que c'est forcément circuit court. On sait ce qu'on mange en fait. Et moi j'ai visité les fermes, voilà, les gens, dès qu'il y a un problème, je les appelle, on discute des produits. Enfin, il y a une relation, il y a un suivi qui fait que on sait d'où ça vient. Alors peut-être qu'il le met ailleurs. Il y a une fabrique aussi. Alors c'est rassurant pour le consommateur et c'est aussi rassurant économiquement, puisque c'est nous qui décidons du prix. Il n'y a pas, voilà. Si on paye 100 €, il y a 84 € qui vont à l'agriculteur, ce qui est
ce qui est très correct pour un système de distribution. Et c'est l'agriculteur qui fixe son prix. Donc s'il veut vendre ses pommes de terre à 5 € et qu'il pense qu'on va les lui acheter, il vend ses pommes de terre à 5 € le kilo. Dans un premier temps, quand on a commencé l'aventure de la ruche qui dit oui, parce que c'était une aventure, c'était déjà avoir ces produits sur un catalogue, sur un site en ligne, c'était innovant il y a 8 ans. Et après, avec leur bon de commande, chaque personne vient donc récupérer son produit. C'est un système quand même, finalement quand même un peu contraignant, parce qu'il faut passer sa commande 2 jours avant. Il faut être disponible au moment où les 2 heures où il faut aller chercher la commande. Le problème de la ruche, c'est que le consommateur, bien qu'il fasse la démarche de venir en circuit court et tout ça, il lui faut quand même un minimum de 7 jours de DLC. Le plein d'herbe, c'est au camion. Après, je sais que les mentalités, ça ne change pas du jour au lendemain. Et puis aussi que les gens sont rassurés d'aller au supermarché. Je sais pas, il y a quand même eu plus de 50 ans d'habitude. Moi, je pense que le meilleur moteur pour que les gens ils se mettent à mieux manger, c'est leur ventre, quoi. Je suis convaincu qu'on donne quelque chose de bon à manger à quelqu'un, au bout d'un moment, au départ, ça le perturbe peut-être parce que s'il n'est pas habitué à ces goûts-là, mais au bout d'un moment, il a envie de ça, quoi. Non. Super. On est de retour dans notre émission. On est en présence de Thomas. Bravo pour ce documentaire. C'était fantastique. Félicitations. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré le passage sur les vaches. Oui, meilleur moment. Les vaches, génial. C'était fantastique. C'est pas la première chose qui me vient à l'esprit, mais si vous avez mais là, les vaches, c'était très important. Okay, cool. Du coup, votre documentaire parle de nourriture. Exactement. Je suppose que vous êtes allé faire un petit tour dans nos cuisines avec Laurie pour voir un peu ce qui se préparait. Je connaissais pas, j'ai vu ça là, je viens de découvrir ça et c'est cool quoi. Vous utilisez des produits des bons produits équitables. toujours. Ça sent très bon en tout cas. Ouais. Les odeurs. Oui, ça sent super bon. Vous avez bien vu, genre. En même temps, Laurie est une chef. Mais vous, du coup, vous mangez toujours bio, équitable. Alors, effectivement, ouais, depuis ce documentaire, j'ai changé un peu mes habitudes et je mange essentiellement en circuit court. Bon, après, je m'autorise des petits écarts 1 à 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par an, pardon. Par an. Un petit McDo des familles, mais pas plus. Voilà. Oui, mais ça c'est normal parce qu'il faut protéger la planète, mais il faut aussi se faire plaisir. Le ventre, c'est très important. Plaisir du ventre. Exactement. Moi, je pense ça. En tout cas, je pense que le plaisir vient surtout du ventre, de ce qu'on mange, effectivement, après de la façon de dormir, de récupérer, et après le côté reproduction. Reproduction, voilà, j'ai peur de le dire, mais le côté reproduction. Et vous, ça va ? Moi, effectivement, je mange bien et je dors bien. Bon, voilà. Et c'est le principal. C'est parfait. C'est vraiment super. Thomas, j'ai vu que vous avez, dans ce documentaire, tourné en province. Ah oui, on allait en province dans la ferme vous vivez en province ? Ah non. Ah oui, non, faut pas abuser. Il faut pas abuser. C'est normal. Je vis pas en province. Un petit bol d'air frais de temps en temps, mais bon, sortir de Paris non plus, ça fait un peu Exactement. peur. Je suis parisien de base. Voilà, mais on a vu des grands espaces, des vaches, comme vous avez dit, et des gens très sympathiques. De temps en temps. C'était très beau. Ça change des rats. Ça change. C'était très beau dans ce C'est une autre documentaire. façon de fonctionner. Et en tout cas, merci Thomas merci pour à vous. ce documentaire. C'était saisissant, c'était choquant. Et tout de suite, on va enchaîner sur un sur autre le prochain documentaire, tout à fait. qui parle environnement aussi. On reste dans le thème. Voilà, c'est sur le plastique. Juliette est en train de se préparer avec Jo. J'espère que tout va bien là-bas. Elle se fait Ça a l'air, en tout bichonner. cas. Jo fait un excellent travail. Jo a une très belle moustache, si je peux me permettre. Très belle Ah moustache. non, il est beau. Il est beau de toute façon. Écoutez, on a parlé de nourriture. Voilà. Maintenant, Donc, on va parler. Merci beaucoup Thomas. Oui. Merci. Et on va lancer ce prochain documentaire. Qu'est-ce que c'est ? On va parler emballage, mais surtout plastique. Plastique, mon fléau, c'est le prochain documentaire que nous allons diffuser. Et on se retrouve tout de suite après en plateau pour en discuter avec Juliette. À tout de suite. À tout de suite. Le programme est sponsorisé par Titanic, ça coule de source. The planet simply cannot sustain 12 billion people. It's not going to happen. It's going to crash. C'est vraiment assez alarmant. On dit qu'il y a 8 à 12 millions de tonnes de plastique qui sont déversées tous les ans dans les océans. Very serious situation. La plupart des animaux marins aujourd'hui ont avalé du plastique. Collapse of the entire system. Il y a un gros impact sur la biodiversité et il y a un impact maintenant sur la chaîne alimentaire.
Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème avec notre manière de consommer et la manière dont la planète était faite pour continuer de fonctionner de manière pérenne en fait. Comme le plastique n'est pas biodégradable, on le retrouve partout en nanoparticules, dans la nourriture et aussi dans les boissons, dans l'eau. On s'est tous retrouvés avec ces mêmes questions. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas polluer? On peut déjà se passer du plastique à usage unique. Revenir au savon solide, c'est plus économique en plus. C'est souvent meilleur pour la peau. J'ai essayé de réduire, de trouver des alternatives. C'est passé par des bocaux en verre. Sur le marché, souvent, il y a des papiers en craft où on te met tes légumes dedans. Je vais réutiliser pour ne pas non plus toujours en avoir des nouveaux. Par exemple, le bicarbonate de soude, on l'utilise pour un bête dentifrice. La lessive, le liquide vaisselle aussi, où on fait fondre des copeaux de savon de Marseille qu'on mélange avec du bicarbonate et de l'eau. On a eu une sorte de boom de productivité où on vivait tous bien, il y avait du travail partout et on est rentré dans un système économique où on a produit toujours beaucoup plus vite. Les scientifiques s'alarment et à juste titre et donc demandent des changements assez urgents et assez radicaux et c'est ce qu'on demande aussi nous. Et puis à côté de ça, il y a une économie qui résiste. Mais là, on est dans une mentalité, pour certains, de récession, d'aller moins vite et de peut-être moins produire autant. Mais les entreprises ne sont pas forcément d'accord parce que pour elles, ce serait aussi perdre de l'argent. Il y a une prise de conscience qui se fait, donc de manière indéniable, ils vont se retrouver ou le bec dans l'eau ou à forcer les gens à continuer à acheter du plastique. C'est le greenwashing, ça c'est incroyable. Toutes les étiquettes sont devenues vert et jaune avec des petits grains de blé. Ils ont juste changé leur image, mais ils n'ont pas changé leur manière de fonctionner. Et on continue à faire du plastique. Ça peut tenir un temps, mais au bout d'un moment, va falloir regarder dans une nouvelle direction. Mode d'action, je trouve ça toujours très intéressant et je pense que dans un mouvement, il faut qu'il y ait des forceurs, ceux qui vont secouer les mentalités. Et du coup, c'est intéressant parce que ça ouvre une brèche. Et ouais, tous les zadistes, c'est très fort en fait ce qu'ils font, ce mode de vie. Et sans eux, on n'aurait pas avancé. Il y aurait cet aéroport à Notre-Dame-des-Landes, des centrales nucléaires un peu plus partout. Ils aident à se poser les bonnes questions. Moi, je ne ferai pas partie de ces personnes qui sont dans l'activisme, mais je les soutiens réellement. Quand je vois avec la fonte des glaces, les espèces animales qui disparaissent, je me dis mais alors, il y aura qui en fait dans 50 ans? Il y aura les mouches, les moustiques, les cloportes. Les cafards, super, ils allongent toujours l'échéance, donc c'est dans 10 ans, 10 ans plus tard, c'est dans 10 ans, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Vraiment, bravo. On est de retour avec Juliette, la réalisatrice de ce film. C'était beau. C'était sous le choc. Sous le choc, oui. Ému. J'ai pleuré là pendant toutes ces 5 minutes. C'était. Merci beaucoup pour ce documentaire. Merci de m'inviter aujourd'hui. Mais alors, Juliette, la question qui me brûle les lèvres, qui nous taraude tous, comment réduire sa consommation de plastique? La consommation de plastique. Concrètement. Il y a plein de petits gestes au quotidien que vous pouvez faire. Aller dans les supermarchés en vrac, ne plus utiliser de gobelets en plastique, les bouteilles en plastique, ça, faut arrêter. Ah oui. C'est vrai. Il faut acheter des gourdes,
ok ? Il faut acheter des gourdes, il faut aussi aller taper sur les grosses entreprises comme McDo, Coca et Amazon qui polluent nos océans et notre terre. C'est vraiment. le principal. Et d'ailleurs, vous pensez que votre documentaire va avoir un impact sur notre société ? J'espère vraiment qu'aujourd'hui, les gens qui nous regardent vont avoir un vrai déclic et c'est votre combat, prise de Juliette. conscience. Oui, et j'espère aussi que vous allez faire en sorte que nos spectateurs nous écoutent et arrêtez d'utiliser ces bouteilles en plastique. Vous donnez l'exemple. Arrêtez. En même temps, les bouteilles comme ça, c'est assez pratique. Et puis cette eau Titanic est absolument délicieuse. Puis il y a des capuchons maintenant qui sont reliés à la en fait, bouteille. vous avez rien compris. Ça se recycle. Vous avez rien compris. Je vous dis que le plastique ne se recycle pas. Ça se débat. Vous n'avez pas regardé le documentaire, en fait, je comprends pas là. Je suis choquée. Mais vous êtes totalement hypocrite. Je pense qu'on va lancer une petite page de pub. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup. Merci pour votre On se intervention. retrouve juste après, une petite page de pub. À tout à l'heure, Prune. À tout de suite, restez À tout avec de nous. suite. Chez Écologie, votre habitat, c'est notre priorité. Notre projet, remplacer ces vieux logements insalubres par les maisons les plus écologiques du marché, afin que chacun puisse enfin avoir un chez-soi. Oh, pardon. Avec Écologie, ensemble, rasons le passé pour construire l'avenir. Tu te barres! Je veux plus te voir! Pars-toi! Pars-toi! Patrick, tu me plantes un arbre à la place de ce mec. Je veux du vert partout! Déjà de retour sur notre plateau, avant de passer au prochain documentaire, merci de toujours être avec nous ici. N'oubliez pas de commenter le live, #barbershow, sur tous nos sites. Réagissez en commentaire et sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Le prochain documentaire s'appelle Citadin. Et on se retrouve juste après avec notre invité. À tout de suite. Je pense que les gens qui sont ici rendent ce lieu meilleur qu'il ne l'était. Je pense qu'ils apportent quelque chose qui, si eux n'étaient pas là, dépérirait. Quand on est arrivé ici, c'était une friche totale, tout était abandonné depuis 7 ans à peu près. On a dû évacuer énormément de choses, on a dû vraiment bosser beaucoup avant de pouvoir avoir le lieu propice à recevoir des gens. À l'intérieur des murs, c'était une grosse déchetterie, plein de papier partout, des classeurs, des bureaux cassés. Refaire des peintures, refaire de la plomberie, refaire de l'élec. Et ensuite, on a réaménagé ça en côté habitation, avec ceux qui sont dans le besoin. Donc ça nous a mis au moins 4 mois, je dirais. Un squat a un impact sur le quartier et ce qui l'environne. Quand le squat est prêt à recevoir du monde, on fait une journée porte ouverte et on met dans les boîtes aux lettres des habitants du quartier une invitation pour qu'ils puissent voir effectivement qui sont les gens, qui sont leurs voisins, même s'ils ne l'ont pas décidé, et qu'ils puissent se rendre compte qu'on n'est pas des méchants et qu'effectivement, on est des gens comme tout le monde. On en a un qui peut être chauffeur de bus, un autre qui bosse dans l'informatique, mais sinon, c'est vrai qu'entre guillemets, on s'impose. On met en place des activités culturelles pour la plupart, un petit peu militantes. Les gens viennent petit à petit au début, ils sont souvent méfiants. Ils passent une première fois, ils regardent, la deuxième fois ils rentrent, puis ils finissent par suivre un petit peu ce qu'on fait ici, quoi. Il y a certains voisins qui sont un peu gênés quelquefois par le bruit ou aussi par une certaine jalousie. Les gens qui travaillent depuis toujours, qui se font saigner par les impôts, qui payent les taxes d'habitation, je comprends que des petits jeunes, ils arrivent, ils s'installent... Elle est belle la vie, quoi. En ce qui concerne le voisinage direct, c'est-à-dire les gens qui habitent à côté, étrangement, c'est ceux avec lesquels il y a moins de problèmes. Les voisins sont contents qu'on soit là, parce que ça dynamise le quartier. C'est un espace d'échange culturel où ils peuvent venir rencontrer, écouter un nouveau style de musique, de nouveaux artistes. Tous les artistes ont apprécié le lieu, on essaye de faire bien les choses. On a une équipe de sécu, le lieu est propice, il y a une bonne sono. On a d'ailleurs été agréablement surpris puisque les premiers artistes qui sont venus ont trouvé ça très sympa. Ils nous ont même dit, mais il y a même des salles dans Paris où on est reçus, on n'est pas aussi bien reçus.
et on n'a pas une structure aussi agréable. En fait, quand on entend ça, nous, ça nous rassure un petit peu. On se dit que voilà, on est arrivé à un stade, à un maintien qui fait qu'on ne dérange pas le voisinage et au contraire, on apporte peut-être une plus-value morale au quartier. Je vois vraiment dans tout ça des échanges qui se passent et des gens qui repartent avec le sourire, des belles rencontres. Et je ressens beaucoup plus de positif qu'on apporte à une certaine population plutôt que l'inverse. Les mauvais échos remontent plus facilement aux institutions que ce qu'il y a de positif. Et ça, je trouve ça dommage, et pour le quartier, et pour nous. Parce que c'est pas le but. Ça arrive parfois qu'on croise des gens dans la rue qui sont dans le besoin, du coup on héberge temporairement ici, on leur propose de manger, prendre une douche, boire un café, se poser un petit peu, parler avec des gens, rencontrer des gens c'est important pour pas rester seul dans sa tête. Les gens de passage, les voyageurs aussi. L'association La Villa, c'est une asso qui a vocation à aider ce genre de lieu à avoir un cadre. On a monté cette association avec d'autres gens qui étaient dans la nécessité pour défendre le droit au logement, pour que tout le monde puisse avoir un toit sur la tête, parce que quand on est tout seul dehors, c'est compliqué, on peut pas faire ça. Et c'est un petit peu obligatoire si tu veux avoir des interactions légales, que ce soit avec les tribunaux, avec des avocats, avec des huissiers. Ça permet d'avoir des représentants en fait qui peuvent parler au nom du collectif. Et ouais, je pense que ça peut vraiment faire évoluer la mentalité de certaines personnes. Peut-être que ça peut-être pas les convaincre, mais ça nous permet en tout cas de pouvoir exprimer le fait que dans la plupart des bâtiments dans lesquels on va, il n'y a rien qui est fait depuis 10 ans. Là, on en fait quelque chose, c'est temporaire et ça va en aucun cas bloquer les projets suivants. Ça fait 3 ans qu'on existe, on tourne régulièrement. À chaque fois, ça fait un objet de procédure d'expulsion, on est expulsé à chaque fois et on recommence. L'asso, elle va continuer de défendre des lieux, c'est sûr. Nous, on va déménager, il y a quand même des habitants qui vivent, ils vont devoir trouver des logements. En tout cas, on ne se sent pas soutenu par la ville. Ils ne voient pas ça comme quelque chose de culturel qui peut apporter quelque chose effectivement à l'environnement, au quartier. Et effectivement, ce squat-là, par rapport à plein d'autres que j'ai vus, voilà, celui-là, il y a vraiment une organisation, il y a un respect mutuel, vraiment différent de l'image qu'on peut s'en faire, du cliché qu'on peut avoir du squat. Voilà. Vous avez des squats où ça va être des immeubles désaffectés, où on va avoir des toxicos. D'autres, comme ici, où on va être plus sur de la vie culturelle. Les gens vont essayer de se loger, mais ils vont essayer aussi d'offrir un espace pour que les gens puissent organiser des petits ateliers, des séances de cinéma. Il y a de la vie ici, il y a de la symbiose. Quand on chérit quelque chose, c'est là où la chose nous appartient. Si je tiens à quelque chose, je m'investis, je chéris le lieu, je chéris les personnes que j'ai envie de voir évoluer, grandir, être bien. Et moi, c'est comme ça que je m'approprie les choses, c'est comme ça que je fais pour ce lieu-là. Et je pense que c'est à peu près pareil pour tous. Ah, vous êtes déjà là, pardon. On se retrouve avec notre nouvel invité, Jules, notre réalisateur de ce court-métrage. Ah non, moi je suis pas réalisateur, j'ai fait le son. Ah, très bon son. Oui, bah c'est bien. Bravo très bon pour son. Le son, hein. C'était parfait. Très propre, très net. C'était prodigieux en tout cas comme audacieux. Documentaire. Oui, voilà. Jules, Parfait. première question, ça n'a pas été trop difficile de tourner dans une zone de non-droit? Non, la première chose à savoir, c'est qu'on peut amadouer n'importe qui avec de la bière. Nous rappelons Sauf à les nos requins. téléspectateurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez, mais avec modération, S'il n'est-ce vous pas? plaît, faites attention, oui. Mais finalement, concrètement, Jules, ne trouvez-vous pas que mettre sur le devant de la scène des individus en marge de la société acerbe un communautarisme néfaste à l'homogénéisation d'une démographie déjà bien fragilisée par les diasporas sociales et sociétaires, finalement? Dites-nous tout. Non, moi je pense que la stigmatisation d'un anticonformisme qui rejette les dictates totalitaristes d'une oligarchie, ça creuse les écarts manichéens induits dans la classe moyenne. Et du coup, ce genre d'initiative, ça permet d'éveiller les consciences. Tout à fait. Vous mettez vraiment le doigt là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Hein. C'est très intéressant. Il faut plus de jeunes cinéastes comme vous, vraiment qui mènent des combats absolument essentiels pour élever notre société finalement. Bravo Jules, bravo. Jules, en parlant de vous, est-ce que vous cautionnez la pratique sectaire du djembé? Ah, tout à fait, je pense que c'est important de partager le djembé, le bolas, le calumet, tout ça. Faut Vous partager. en jouez du coup?
Oui, tout à fait. C'est dommage, vous auriez pu ramener votre instrument, votre tam-tam. Quel dommage, quel dommage. Quel dommage, mais bon, de toute façon, on est un peu à court de temps. C'est vrai. Merci beaucoup, Jules. Merci beaucoup, d'avoir été Jules. là. Merci. D'ailleurs, est-ce que vous aimez la nourriture? Après le calumet, mais je préfère boire. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va rejoindre tout de suite Laurie en duplex dans sa petite kitchenette. Comment ça va, Laurie? Comment ça va? Est-ce qu'on a Laurie Laurie, tu nous entends? Ah, Laurie. Elle est très occupée par sa recette. Excusez-moi, j'étais en train de goûter un petit peu. J'aime beaucoup goûter les aliments quand je suis en train en fait de cuisiner. J'ai vu un peu les documentaires et du coup je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est vrai, il faut vraiment être sensibilisé à cause du plastique. Le plastique c'est vraiment un fléau et du coup c'est pour ça récupérer vos bocaux de confiture pour en faire ensuite des bocaux à épices. Et c'est vraiment important. Enfin bon, j'espère que vous, de votre côté, tout se passe bien. Je vais finir ma petite cuisine et vous retrouver tout à l'heure. J'espère que... Super, merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup. Ça sent très bon. On a hâte de vous retrouver en fin d'émission. On le sent d'ici, ça sent les épices. Exactement. Mais avant tout, on va enchaîner sur un documentaire un peu controversé. Mauvais. Voilà. Moi, personnellement, j'aime pas. Ouais. Voilà. Mais bon, on va quand même vous le diffuser. On est comme ça, on essaye de partager quelque chose avec vous. On se retrouve, c'est SVOD and Chill, et à tout de suite. C'est tout de suite. La demande incessante de nouveaux contenus ne fait qu'augmenter. Si la télévision ne se renouvelle pas, son avenir semble compliqué. Mais intense, c'était SVOD and Chill. On va passer à la suite. Excusez-moi, il y a un problème là. C'est qui ça? Je sais pas. On va faire notre docu. Ah, mais je pense qu'on en a vu assez. Hein. Je pense que c'était suffisant. Quoi? On a vu tous les docus sauf SVOD and Chill. Voilà, bon, écoutez, comme on n'est apparemment plus maître de sa propre émission, nous allons diffuser le documentaire en entier. Ouais, parce que sinon je ne sors pas du plateau. Oui, très bien. On va le diffuser, SVOD and Chill, c'est tout de suite, si c'est maintenant. Si vous avez besoin de faire une petite pause toilette, c'est l'occasion. Allez-y. Merci. Aujourd'hui, l'âge des téléspectateurs est de 53 ans contre 34 ans pour les SVODistes. Face à cette imposante croissance, serait-ce bientôt la fin de la télévision? Le jeune public reviendra-t-il vers celle-ci ou ce phénomène est-il irréversible? Dans les faits, en fait, la SVOD, ça a été créé pour fournir du contenu audiovisuel, donc que ce soit des films, des séries ou des documentaires. Donc oui, techniquement, c'est fait pour concurrencer la télévision. En 2018, on avait environ 16,1 millions d'individus qui avaient déjà utilisé une plateforme de SVOD dans les 12 derniers mois. Ceci dit, c'est pas vraiment un concurrent de la télévision parce qu'en fait, ça concerne des publics très précis. Par exemple, on considère aujourd'hui qu'il y a 60% des SVODistes, comme on les appelle, qui ont moins de 35 ans. Pour le coup, on s'est rendu compte depuis plusieurs années que l'âge de consommation de la télévision avait carrément augmenté. Donc on est passé, il y a quelques années, c'était 51 ans pour France Télévisions, et là on a dépassé le cap des 60 ans en 2018. Les 15-24 ans, ils regardent à peu près 1h56 de télé par jour. Alors qu'on va avoir les plus de 60 ans qui vont regarder 5 heures, par exemple. Alors, j'utilise Netflix quotidiennement parce que j'avais vraiment besoin de trouver un substitut au streaming sur le net. Je peux certifier que je regarde Netflix quasiment tous les jours. C'est une consommation qui est multi-écran. Donc, quand je dis multi-écran, c'est tablette, ordinateur, télévision, portable. Mon support favori pour regarder Netflix reste quand même la télé. Mon opinion en tant que personne qui travaille à la télévision, c'est que c'est un usage qui est pas vraiment une concurrence parce qu'on peut pas se permettre de concurrencer Netflix qui a des moyens énormes. France Télévisions, c'est du service public, donc on a des moyens un peu plus limités, on est déterminé par une politique aussi d'État. C'est la ministre de la Culture qui nous fixe un peu, qui nous donne une ligne directrice à suivre pour nos programmes. Les gens qui nous regardent sont des utilisateurs, ne sont pas des clients, et on va pas chercher forcément à leur vendre ce qu'ils veulent voir. Alors que Netflix, forcément, va s'adapter à la demande. Netflix a des avantages divers et variés, notamment au niveau du prix, qui est, je pense, très abordable. En fait, de ce que Netflix propose, je m'y retrouve, notamment au niveau des séries,
notamment au niveau de la japanimation et notamment au niveau de tout ce qui concerne le fantastique. Le fait que tu puisses consommer une série ou un film dans l'instant. Ils font beaucoup de séries originales. Tous ces originals en fait sont créés à partir de l'algorithme de Netflix en fait qui permet de comprendre à travers les usages que vont avoir les utilisateurs sur sa plateforme. Du coup, ils peuvent se permettre de créer des offres très personnalisées. En plus, il y a le fait que la plateforme est très ergonomique, qu'il y a une personnalisation absolue, qu'on peut se créer un catalogue, qu'on peut reprendre la liste en cours de route, qu'on peut utiliser 4 écrans différents, qu'on peut vraiment tout faire en fait avec cette plateforme et que c'est vraiment une facilité d'usage. Donc du coup, c'est ça la vraie plus-value de Netflix, c'est cette capacité à répondre immédiatement aux besoins des gens. J'ai une autre façon de regarder la télé puisque je regarde la télé pour regarder des trucs que je ne vais pas trouver sur Netflix, notamment tout ce qui concerne l'actualité. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, la télé traditionnelle telle qu'on la connaît va disparaître. L'une des stratégies que France Télévisions et les groupes audiovisuels ont mis en place aussi, c'est le projet Salto. En gros, ce serait réussir à regrouper en fait tous les concurrents donc, sur une seule plateforme, donc tout mettre en commun, aplanir la concurrence et se dire on travaille main dans la main pour essayer de contrer en fait cette offre de la SVOD. Le seul bémol de Netflix, ça doit être cette histoire de catalogue qui n'arrive pas à se renouveler, se réinventer assez rapidement. Pourquoi la télé ne diffuse pas les séries de programmes récents? Alors dans les faits, si, elle en diffuse. Après la sortie d'un film au cinéma, la télévision gratuite a le droit de le diffuser 30 mois après. Elle obtient les droits pour le diffuser sur n'importe quelle chaîne qu'elle veut. L'avantage qu'on va avoir par rapport à la SVOD, c'est que la SVOD aura ses droits 36 mois après, donc 6 mois après la télévision. Mais sauf que Netflix a trouvé une stratégie contre ça, c'est qu'ils diffusent essentiellement des séries et des documentaires. Quand on regarde en fait la profondeur de leur catalogue, sans vouloir faire d'approximation hasardeuse, ils ont environ 70% qui sont des séries ou des créations originales ou des documentaires. Et l'avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'eux vont avoir leur proposition de séries sur lesquelles il n'y a aucune restriction. Et donc ils peuvent se permettre de mettre des séries d'un coup, 4 saisons d'un coup, d'une série qu'ils viennent de produire. Alors que la télévision va le faire aussi, mais ça va être différent, ça va être une stratégie qui va pas être la même. Je pense qu'on aura de plus en plus de plateformes. Plus on avance dans le temps, plus la façon de consommer des contenus télévisuels change. Des chaînes qui diffusent de l'information, par exemple. Je pense que ces genres de chaînes ont encore des jours devant eux. Donc finalement, on a un gros cercle de plateformes de SVOD qui sont très ciblées, généralistes, qui vont avoir plein d'offres, une énorme profondeur de catalogue. Mais on a aussi des petits acteurs de plus en plus ciblés qui s'adressent à des publics très précis et à des genres très précis. La demande incessante de nouveaux contenus ne fait qu'augmenter. Si la télévision ne se renouvelle pas, son avenir semble compliqué. Lourd. Très, très lourd. Fastidieux, vraiment. Voilà. Bon, bah, on a quand même Charles. Pourquoi vous êtes là? Bonjour, Charles. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pourquoi? Bah, de venir ici présenter cette chose. Vous tuez la télé, en fait. Vous êtes là pour venir tuer la télé. Pas du tout, c'est un fait. Non, non, non. Vous êtes là, clairement, vous avez un problème. Vous venez mettre en avant une plateforme complètement interdite ici qui ne nous permet pas de survivre. Écoutez-moi, vous nous tuez, vous qui nous regardez. Vous nous tuez non, à vous nous petit tuez, Monsieur Charles, et je pense... Vous, en tant que présentateur, on est bien... vous possédez des vous comptes êtes bien Netflix, content d'être je possède invité pour venir Netflix, faire mais votre... je regarde ça à la télévision, c'est pas du tout pareil. Dans tous les cas, vous êtes consommateur de Netflix. Vous déformez la réalité. Vous déformez la réalité. Vous jouez sur les mots. Vous êtes juste bien content de venir faire votre promo à la télé. Qu'est-ce que vous faites ça pour voulez? le succès, en fait. Vous voulez de l'argent? C'est ça, de l'argent. Là, pas du gain. Là, pas du gain. C'est très moche. Mais vous savez tout. Vous arrivez à vous regarder dans une glace le matin? Toujours, comme tout le monde. Vous savez quoi? On va passer à du vrai cinéma parce que c'en est assez de tous vos baragouinages. On va passer à notre rubrique cinéma, une rubrique vraiment où on parle culture et on parle de vraies œuvres. C'est avec notre chroniqueur Nicolas et il arrive tout de suite. Merci Charles, au revoir et à bientôt, je n'espère pas. Voilà. Moi, je... Au revoir, Monsieur Charles, au revoir. Notre chroniqueur. J'ai pas fini. Je peux rester pour présenter mon docu, le but, au revoir, Charles. On en a assez entendu. Merci Charles. Merci Charles. Merci. C'était suffisant. Merci bien. C'est notre chronique ciné. Merci Nicolas d'être là avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les news? Eh bien, à l'image de ce documentaire que l'on vient de voir cette semaine en cinéma, c'est plutôt affligeant,
Il n'y a que des blockbusters de bas étage. Mais néanmoins, j'ai trouvé une petite perle en fouinant dans les cinémas ces temps-ci. C'était le 5e film de réalisateur Pita Carpe Diem. Pita Carpe Diem, forcément. Réagissez, hein, si vous l'avez vu, hashtag Carpe Diem. On l'attendait beaucoup. C'est un plan séquence de 2h30 sur une fenêtre sans acteur, en noir et blanc. Merveilleux. L'audace. L'audace. Et c'est ça qui manque dans le cinéma d'aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai déjà les larmes aux yeux. Je pense que c'est choquant. Je ne peux que le recommander. J'aime les choses choquantes. Je pense que ça va plaire à nos téléspectateurs. Oui, allez le voir, vraiment. Allez le voir. De toute façon, Nicolas a toujours de bons conseils. Hein. Et d'ailleurs, Nicolas, c'est une petite surprise, mais je crois que vous en avez une pour nous. Hein. Dites-nous tout, Nicolas. On veut tout savoir. C'est un projet que je prépare depuis l'âge de 5 ans. Je l'écris depuis 15 ans, il est enfin terminé. C'est un documentaire sur le cinéma indépendant qui dure environ 10 minutes. Je pense qu'il y aura un avant et un après le visionnage de ce documentaire. Vous avez peur du succès, Nicolas? Non, j'ai un compte Instagram depuis quelques années que j'alimente régulièrement. Mais on l'a vu à la rédaction, on peut dire vraiment que c'est l'œuvre de votre vie. Et nous, on a vraiment été bouleversés. Hein. J'ai pleuré pendant 3 jours. J'ai plus mangé pendant 5 jours. Ah oui, ça prend aux tripes, ça retourne l'estomac, c'est phénoménal. C'était phénoménal, je pense que je n'ai jamais vu ça. Jamais. Bravo Nicolas, vraiment. N'hésitez pas à suivre Nicolas sur son compte Instagram. Est-ce qu'on peut vous demander vos inspirations quand même pour ce film? Eh bien, le socle sur lequel j'ai bâti ce projet, c'est bien sûr le cinéma bolivien du renouveau de 1921. Mais on sent aussi cette influence, je dirais, néo-réaliste, post-traumatique soviétique qui transpire dans votre documentaire. Bien sûr. Assez... À travers l'image, on voit une vraie référence que j'ai voulu au post-impressionnisme, une approche scientifique des couleurs et l'approche aussi de la réalisation. Tout à fait, ça se voit tout de suite. On va voir ce documentaire tout de suite. Accrochez-vous bien, parce que vous allez en ressortir nouveau, changé. Vraiment, mais savourez. Hein. Asseyez-vous et profitez. Ça s'appelle Indémodable et on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Quand j'y suis rentré pour la première fois, ça a été une vraie découverte. Il n'y a pas un cinéma à Paris et peut-être même dans le monde qui ressemble à celui-ci. Alors moi je suis Stéphanie Anna, je suis l'assistante de direction au Luxor. Je suis Philippe Pumin, je suis architecte. En fait le Luxor avait cessé son activité de cinéma en 83 et ensuite de boîte de nuit définitivement en 86. C'est Action Barbès, qui est une association locale. Ils avaient repéré ce bâtiment qui était abandonné et ils s'en sont saisis comme d'un sujet important pour faire revivre le quartier. Restituer le décor d'origine, ça c'est quelque chose que j'assume. C'est un choix qui demande à la fois une certaine humilité, parce que quelque part on a reproduit le décor qui existait. C'est un mélange d'égyptomanie revu à la sauce art déco. Le décor était là, le décor original est encore sur place sous les couches successives. On a pu le documenter parfaitement, on a pu comprendre, l'analyser. Le calage du décor par rapport à l'écran, par rapport au rythme des panneaux latéraux, fait qu'il y a une espèce d'harmonie de la salle. On est arrivé juste au moment où toutes les salles parisiennes se sont équipées en numérique. Je suis là depuis la réouverture du Luxor. Au début, on était 3. Il a fallu tout inventer, quoi. C'est qu'on avait l'impression de participer à une aventure, quoi. Au Luxor, tout était dédié au numérique. Et on avait quand même 2 postes de 35 mm, parce qu'il y a des copies des films qui n'ont pas été remasterisés. On a de moins en moins de 35. Mais quand même, on tient à au moins avoir un projecteur 35, parce que des fois, on pourrait avoir le choix entre le numérique et le 35, et des fois, on préférait avoir une copie 35. Et puis bon, c'est vrai que c'est tactile, quoi. On sent la pellicule et tout ça. C'est un autre rapport à l'image. Je
Je m'appelle Ramdan, je suis là depuis la réouverture de Luxor. Ces petits détails suffisent d'enrichir l'instant qui passe. Au niveau de la programmation, de l'animation, on est une salle de quartier. Et au final, on est une salle assez classique. Nous, dans un premier temps, on répond à un cahier des charges de la ville de Paris qui a demandé à ce que le Luxor soit une salle classée ARSC. Alors c'est vrai que dès qu'on a ouvert le Luxor, on a voulu avoir une politique d'animation assez soutenue. Par exemple, on a un ciné-club, un ciné-concert avec un musicien qui accompagne au piano. Beaucoup d'avant-premières qui sont accompagnées par les réalisateurs, par les équipes. Ça marche très très bien et on se rend compte que le public est très attentif à ça. Mais à l'époque du Luxor d'origine, on pense qu'il y avait en tout cas plus de 1000 personnes qui se retrouvaient dans une buvette qui faisait 40 mètres carrés. Et sa localisation, effectivement, était plutôt là où on a fait la petite salle d'exposition. Alors l'existence du bar, elle était dans le programme. Dire, ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui permette au moins au public de consommer. L'avantage de travailler en cuisine finalement au bar, c'est qu'en fait on fait tout. Puis au départ, on a eu énormément de monde. On ne s'attendait pas à autant de succès. Ce qu'il y a de spécial dans ce bar, c'est la terrasse. Il y a une ouverture sur le ciel, il y a une vue sur le métro, sur Barbès et sur le Sacré-Cœur. Au bar, il y a de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs, parce que le bar s'est ouvert à d'autres personnes que les spectateurs du cinéma. C'est les gens du quartier, mais pas les gens de Château-Rouge. Je m'appelle Victoire et je travaille au bar. Je m'appelle Alice, je travaille au bar depuis l'ouverture. Malgré tout, le cinéma ARSC représente une frontière symbolique. C'est évident qu'il y a beaucoup de personnes du quartier qui ne viennent pas au Luxor. Le quartier est quand même socialement assez touché par endroits. Après, il y a des dispositifs d'éducation à l'image qui permettent à des enfants qui ne vont pas forcément au cinéma avec leurs parents de venir. Ce que je préfère ce rôle d'agent d'accueil, c'est la relation avec eux. Comme c'est un cinéma indépendant, à la différence peut-être des multiplexes, les gens viennent là pour partager. Il y a une vraie fidélisation du public. Le public, c'est un public qui est plutôt de la classe moyenne. Je pense qu'il y a une distance sociale qui est très très importante. Si c'était qu'une question de prix, ce serait simple quelque part. Dans le meilleur des mondes, il faudrait un poste à plein temps pour travailler avec le quartier. Je m'appelle Lily et du coup je suis ici en tant qu'agent d'accueil au Luxor. Moi je m'appelle Benjamin et je travaille à l'accueil. Je profite aussi du salon de... Je trouve que c'est un lieu vraiment particulier. On vient surtout ici parce qu'on aime les films un peu de genre. Du cinéma fermé pendant des années. Les enjeux du Luxor, ça serait d'être sélectionné pour la nouvelle délégation de service public. La ville nous a confié le Luxor pour 7 ans, et là on arrive au bout des 7 ans. Et puis ma foi, ça c'est déjà bien. C'était Indémodable, notre dernier documentaire. Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. Et merci à Joe, notre barbier. N'hésitez pas à réagir encore une fois. Sur les réseaux sociaux. Voilà, hashtag BarberShow, hashtag BoulgourFamily et hashtag un pas pour notre planète. C'est très important. Voilà. Avant de terminer, nous allons accueillir Laurie. Je crois qu'elle est dans le coin. Laurie, voilà Laurie. Je suis là. Je viens de finir ma petite préparation. Bon, j'ai eu quelques complications au niveau de la préparation de ma salade, mais je vous ai préparé une petite surprise parce que vous aimez les surprises. Super. Donc, je vous ai emmené de belles pizzas préparées avec amour. Voyez-vous ça? Et évidemment, une vraie de pizza, la sauce maison. Sauce maison, voilà. J'adore. Merci beaucoup. Champignons jambon, c'est ma préférée. Ça a l'air divin, en tout cas ça sent super bon. Ça sent bravo. très très bon. Merci écoutez, beaucoup. on se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine. On va inviter tous nos invités à venir partager cette pizza avec nous. C'est à bientôt Prune, à bientôt Laurie. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Voilà, venez avec nous, venez partager cette pizza et on se retrouve. C'était le Barber Show. De la barbe, des émotions sans gluten et de la culture. C'était le Barber Show et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.